Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'induction des arbres de décision à l'aide de la librairie scikit-learn pour Python. Donc, j'ai mis la page là, voilà, scikit-learn, qui est une librairie qu'on utilise pour nous t'aider. Donc, vous savez ce que c'est. Et on va travailler spécifiquement sur les arbres de décision avec l'outil décision tree classifier de scikit-learn. Bien. Alors, cette vidéo s'adresse aux étudiants que je vois le vendredi soir. Ils se reconnaîtront. Et elle s'adresse également, cette vidéo, aux étudiants que je vois le lundi matin. Ils se reconnaîtront également. Voilà, très bien. C'est une sorte de vidéo 2 en 1. Alors, autre point important, vous savez également que je ne fais jamais une séance de TD où vous avez à faire un copier-coller de code. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, dans cette vidéo-ci, moi, je vais traiter une base qui est très simple. C'est la base des iris. Je la décrirai tout à l'heure. Mais vous, pour les exercices que vous aurez à faire, vous travaillerez sur d'autres bases. Pour certains, vous allez travailler sur une base où la variable cible est binaire. Vous allez traiter un problème binaire. Pour d'autres, vous allez traiter un problème multiclasse où la variable cible a 10 modalités. Voilà. Donc, ma vidéo est très simplifiée, je fixe une trame tout simplement pour que vous ayez des bons repères. Ensuite, les exercices que vous aurez à faire, ils seront un peu plus complexes et il y aura des spécificités qu'il faudra résoudre. C'est à vous de trouver les bonnes solutions pour pouvoir répondre aux différentes questions qui seront dans la fiche de TD. C'est l'idée. Alors, autre point important également, voilà, le cours il est là. Donc le cours, je le fais devant vous, je ne vais certainement pas le refaire ici. Voilà, donc vous referez au cours quand vous avez des doutes sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi on a ce type de résultat, comment relire la base de règles, ainsi de suite. Voilà. OK. Alors, un autre point très, très important, voilà, c'est que ce tutoriel, en réalité, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait sous forme rédigée, donc elle est là, la forme rédigée, elle est là, c'est ce 5 février 2020, il y a plus d'1 an maintenant. Et dans ce tutoriel-là, je montre de manière très détaillée chacune des étapes. Et notamment, il y a des points qu'on ne verra pas ensemble aujourd'hui, dans le TD. Voilà. Le TD sera quand même relativement simplifié parce que le temps est contraint. On ne peut pas trop s'éterniser outre mesure. Mais à un moment donné, on m'a dit que vous aurez un mini-projet à faire. Donc, dans le mini-projet, bien sûr, tout n'est pas aussi simple qu'un exercice préparé. Et il y a peut-être des préparations de données à faire ou du recodage à faire, ainsi de suite. Et je vous enjoins réellement à regarder ce tutoriel. Dans ce tutoriel-ci, il y a certainement des éléments qui pourront vous aider. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si dans la base, dans les variables explicatives, certaines sont qualitatives, ou bien si elles sont toutes qualitatives d'ailleurs. Comment fonctionner, comment recoder les variables pour pouvoir utiliser correctement l'outil. Donc voilà, il faut regarder. Il faut regarder. J'en dis pas plus que ça, mais il faut regarder à mon avis. Voilà. Alors, pour que cette vidéo puisse servir à tout le monde, bien sûr, le cours est là. Il est sur ma page de cours qui est là, cours Data Mining, Data Science, Machine Learning. Et le cours, il est ici. Voilà, c'est ce support-ci que j'ai utilisé, qui est l'arbre de décision. Voilà. Dernier point, avant de commencer le tutoriel, on va utiliser la base Iris, qui est extrêmement connue en machine learning. C'est une base qui est due à Fischer, et l'idée, c'est de prédire les variétés de fleurs, des iris, donc, qui sont 3 variétés, Setosa, versicolor, virginica, à partir de leurs caractéristiques morphologiques, à partir de la longueur et les largeurs des pétales et sépales. Je ne connais pas grand-chose aux fleurs, mais en tout cas, la base iris, ça, en revanche, je connais très bien. Voilà, donc la base, je suis allé la chercher ici, sur le dépôt UCI, et pour avoir une description plus approfondie, vous trouverez ce qu'il faut sur Internet. Là, je suis sur la page Wikipédia en anglais, et vous avez une description extrêmement intéressante de qu'est-ce que c'est. Voilà les différentes familles d'iris. Voilà. Pour moi, elles sont toutes violettes. Là, je ne vois pas très bien la différence, mais apparemment, il y a une différence qu'on arrive à détecter avec les algorithmes de machine learning. C'est tout l'intérêt de l'affaire. Bien. Alors, la base, elle est là. Donc, je vais l'ouvrir quand même parce qu'il y aura des spécificités selon les exercices que vous aurez à faire. Donc, pour moi, ça je l'ai dit également, pour l'instant, la base, c'est moi qui l'ai préparée. Donc, j'ai mis, dans ce tutoriel-ci, je travaille sur un fichier Excel, mais vous travaillerez sur des bases peut-être différentes, peut-être pas dans un fichier Excel, ou bien avec une conformation différente. Alors, ça, c'est une autre histoire. Donc, en tous les cas, moi, dans ce tuto-ci, voilà, vous avez la base d'apprentissage qui est là, Iris Train, avec 100 individus, qui est là. Donc, la variable cible, c'est classe, et les variables explicatives sont là, largeur et longueur des pétales et sépales. Ensuite, la variable test, la base test, elle est là, l'échantillon test avec 50 individus, et vous avez les données qui sont là. Voilà. Mais encore une fois, ça, c'est dans ma vidéo.
Vous, quand vous ferez vos exercices, là, peut-être la base se présentera différemment, hein. Il y aura toujours le principe de j'ai une base d'apprentissage, j'ai une base test, mais l'organisation des fichiers peut être différente. Peut-être c'est deux fichiers séparés, c'est une possibilité, ou bien j'ai tout dans un seul fichier et une colonne supplémentaire qui permet de spécifier qui est l'échantillon d'apprentissage, qui est l'échantillon de test. C'est une autre possibilité également. Voilà. C'est à vous de trouver la bonne solution pour faire la scission apprentissage-test, hein, la subdivision apprentissage-test. Bien. Alors, moi, j'ai préparé ici le notebook, bien sûr. Donc, il ne reste plus qu'à l'exécuter en le commentant à chacune des étapes. Donc, première étape, bien sûr, je modifie le répertoire par défaut pour aller chercher le fichier au bon endroit. Donc, j'exécute. Hein. Il n'y a aucune différence là-dessus. Bien sûr que j'ai répété avant, c'est pour ça que c'est écrit 27, là, on est d'accord. Hein. Voilà. Ensuite, je vais lire le fichier Excel et je vais lire la première feuille de données où il y a la base d'apprentissage. Hein. J'affiche les informations sur la base. Et là, encore une fois, je précise. Voilà. Hein. Il y a différentes manières de travailler dans ce que vous aurez à faire vous, selon les formations. Hein. Dans certains cas, on aura deux fichiers à part. Voilà. Dans d'autres cas, on aura les deux train tests dans le même fichier avec une colonne pour distinguer qui va en apprentissage, qui va en test. Et pour certaines formations également, il se peut que ce soit vous qui aurez à faire la partition apprentissage-test. De toute manière, ça arrivera forcément pour tout le monde à un moment ou à l'autre. Hein. À un moment donné, je vous guiderai moi, je vous donne une base, je vous demande de faire toute la trame complète. Et là, il vous appartiendra cette fois-ci de faire la partition apprentissage-test. On est bien d'accord là-dessus. Bien, bon, moi je charge les données, hein, voilà, il me dit, bon, il fait un petit warning, là, mais c'est rien. Il dit qu'il n'arrive pas à lire les en-têtes et les pieds de page de mon fichier Excel. Bon, on s'en fout, ça. Voilà, je relance une deuxième fois et ça apparaît plus de toute manière. Nous, ce qui est important, c'est qu'on a bien les 100 observations et on a bien les 5 variables. Les 4 premières sont les explicatifs potentiels, parce qu'il va faire une sélection de variables avec un arbre de décision. La sélection de variables est automatique. Et on a la variable classe qui est la variable cible. Alors, pour avoir par acquis de conscience, hein, j'affiche voilà, les premières lignes de la base. On voit bien hein, les 4 colonnes qui sont là, la dernière classe ici, voilà, et là c'est le numéro d'individu simplement. En Python, les numéros commencent à 0. Alors, je vais préparer les données et, entre autres, je vais préparer les structures. Ce n'est pas obligatoire, mais en termes d'organisation de votre travail, il me paraît intéressant de mettre les X d'un côté, les variables explicatives d'un côté, et la variable cible de l'autre. Comme ça, on est bien distinct. Autre point très important également, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, voilà, là, je vais compter l'occurrence de chacune des classes, et dans ce problème-ci, on a 3 classes. Ça, j'ai répété en cours également plusieurs fois. Hein. À chaque fois que vous êtes confronté à un problème prédictif, la première question, c'est où est ma base, comment est faite ma base, et dans cette question-là, il y a une question clé qui arrive, c'est où est la variable cible? Quelle est la variable cible et quelles sont ses caractéristiques? Donc, nous, la variable cible ici, c'est la variable classe que j'ai mis à part. Voilà, vous avez bien vu. Hein. Et quand je décompte donc la fréquence absolue des modalités, voilà, on a 35 Virginica, 35 Setosa et 32 versicolores. Donc, nous sommes dans un problème multiclasse. Hein. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Donc, quelle est la variable cible? C'est la variable classe qui est là, que j'ai mis dans une structure, dans un vecteur. Hein, voilà. Et nous sommes dans un problème multiclasse, donc on n'a pas de modalité positive. Il n'y a pas de modalité cible. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Pour ceux qui auront en TD à traiter un problème binaire où la variable cible il y a 2 modalités, là, en revanche, c'est important, il faudra bien que vous détectiez dans le sujet à quel moment je dis quelle est la modalité cible, quelle est la classe cible. C'est bien d'accord. Hein. Dans un problème binaire, il faut que ça apparaisse quelque part, quelle est la classe cible. Là, on est dans un problème multiclasse, donc il n'y a pas une classe qui a un statut particulier par rapport aux autres. J'insiste lourdement, mais il faut bien que tout le monde puisse se situer quel type de trame vous allez mettre en place pour résoudre le problème. Bien, donc on est bien dans un problème multiclasse ici. 3 modalités. Alors, ensuite, on va lancer scikit-learn et, autre élément très important, selon les versions de scikit-learn, on a certaines fonctionnalités qui sont actives ou pas, qui sont présentes ou pas. Donc, moi, j'affiche ici, ma version de scikit-learn, c'est la 0.24.2. Voilà, très bien. Alors, l'intérêt, c'est qu'à partir de la version 0.21, on a la possibilité d'afficher l'arbre graphiquement. C'est tout simplement pour ça. Donc, je me suis assuré que c'est une version suffisamment récente pour pouvoir afficher l'arbre graphiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'instancie la méthode. Donc, j'ai importé ici la classe de calcul, décision de tri classifière, voilà, et je l'instancie ici. Alors, élément important, je mets randomstat égale à 0. Pourquoi je mets randomstat égale à 0 alors que c'est censé être un algorithme déterministe? Regardons ici la documentation. Est-ce que vraiment il est déterministe? Donc là,
décision très classifiée, on a la documentation, et parmi les éléments, il y a une série de paramètres, hein, donc certains, je les ai expliqués en cours, on est bien d'accord là-dessus, et on va les manipuler d'ailleurs. Voilà. Et parmi les paramètres, il y en a un, c'est random stat. Alors, l'algorithme est censé être déterministe, pourquoi il y a un random stat, hein? En fait, la réponse, on est là. La réponse, on est là, c'est que s'il a des ex-aequo, en fait, quand il calcule le goodness of split, là, hein, donc le critère qui permet de sélectionner donc la variable de segmentation, s'il a des ex-aequo, il va choisir la variable au hasard. Voilà. Donc, selon la valeur de départ de random stat, potentiellement, on peut avoir des résultats différents parce que sur un niveau, sur un sommet de l'arc, quand il segmente, s'il a des ex-aequo, il en prend une au hasard, ça a des répercussions sur les segmentations suivantes. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Et c'est extrêmement gênant, ça. Déjà, on ne peut pas vérifier nos calculs chacun. Donc, c'est pour ça que pour les TD, voilà, je vous conseille de mettre random stat à une valeur quelconque. À chaque fois que vous lancez l'algo, vous êtes sûr d'avoir exactement le même résultat. C'est quand même plus rassurant. En soi, ce n'est pas si gênant que ça, mais parce qu'un algorithme est forcément stochastique. On travaille sur un échantillon. On change d'échantillon, on aura des résultats différents. Mais au départ, je préfère qu'on ait des résultats purement déterministes pour que quand vous répétez les calculs, on a tout le temps les mêmes résultats. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe ici. J'exécute et j'affiche les paramètres. Alors, les paramètres ici, voilà, on a une série de paramètres. Parmi les paramètres que nous avons vus, c'est le min sample split, donc c'est la taille minimale pour segmenter, j'ai expliqué en cours, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et le deuxième élément, c'est min sample diff, c'est l'effectif d'admissibilité. Une fois qu'il a segmenté, il regarde ce qu'il y a sur les feuilles. Voilà. Donc pour l'instant, il segmente en nœud. S'il y a au moins 2 individus, il tente la segmentation, s'il y a un gain non nul, bien sûr. Voilà. Et il accepte les segmentations si sur chacune des feuilles, il y a au moins un individu. C'est exactement ce qui est écrit là. On est d'accord là-dessus. Bien. Une fois que c'est fait ça, je lance vraiment l'apprentissage. Je lance ici, paf. A priori, tout a marché, il n'y a pas de problème. Alors, je vais afficher l'arbre. Comme j'ai une version de scikit-learn qui est postérieure à 0.21, je peux afficher l'arbre graphiquement. Donc, je mets ici la commande. Voilà, tout simplement, il n'y a pas trop de... Voilà, et j'affiche l'arbre. Et voilà. Alors, bon, c'est les fichiers risques extrêmement faciles. Déjà, on a un arbre, déjà, il faut le lire là. Bon, voilà. Vous, là, pour vos TD, les fichiers seront moins faciles que Iris, je vous le dis tout de suite. Donc, vous aurez un arbre un peu plus complexe. Et discerner toutes les règles dans un arbre un peu plus complexe, il faut voir. Vous verrez ça par la suite. Parce que j'ai déjà écrit les fiches de TD en réalité. Très bien. Alors, bon, là, moi, j'ai tout petit, je ne vois pas. Donc, je vais réafficher l'arbre en modifiant l'affichage pour qu'on ait un arbre plus grand, qu'on distingue mieux ce qui se passe sur les sommets. J'exécute ici, paf, et voilà. Là, on a une vision globale de l'arbre des décisions et le nombre de règles, c'est le nombre de feuilles. Donc là, si on compte ici, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On devrait avoir 8 règles, normalement. Voilà. Très bien. Alors, si on lit très rapidement, ça, c'est le premier sommet. Sur le premier sommet, il y a 100 individus. C'est les 100 individus d'échantillons d'apprentissage. Et on a les distributions des classes, 33, 32, 35. C'est exactement les valeurs qu'on a ici. Voilà. Dans l'ordre alphabétique. 33, c'est Tosa. Dans l'ordre alphabétique, deuxième, c'est Versicolor. Et Virginica, 35. C'est bien pour ça qu'on a bien ici le 33, 32, 35. Il les a ordonnés dans l'ordre alphabétique cette fois-ci. Il a segmenté avec PetalWidth avec une variable seuil de 0.8. Donc ça également, j'ai expliqué en cours, je ne vais pas revenir là-dessus, comment il a fait pour déterminer le seuil de segmentation, d'où vient ce 0.8 là. Une fois qu'il a trouvé le 0.8, là, voilà, il dit que le gain, c'est 0,666. Alors, lui, il utilise l'indice de Gini. Moi, en cours, a priori, en tout cas dans les deux formations que je cible dans cette vidéo, j'ai plutôt parlé du Ki2. Quand j'ai présenté des arbres de décision, j'ai parlé du Ki2. En réalité, on peut utiliser d'autres critères. J'avais dit rapidement, il y a différents critères possibles, les entropies ou l'indice de Gini, qui est l'indice de concentration, qu'on peut voir également comme une variable, comme une variance sur variable catégorielle. Voilà. Et le gain du Gini, c'est 0,666. Voilà. Alors, très rapidement, ça, j'en parle dans ce support. Alors ça, je ne vous en ai pas parlé parce que je ne voulais pas embrouiller tout le monde, mais il y a des variantes dans les algorithmes et les variantes peuvent porter notamment sur le critère de segmentation.
Donc, j'explique ça dans ce support que vous trouvez exactement ici, hein, arbre de décision, CHIDC 4.5 et carte qui est là. Et dans ce support-ci, justement, je parle des différents critères possibles, le qui 2 que je vais présenter. Voilà, il y a l'entropie de Shannon, le gain d'information. Il y a aussi le gain ratio. Et l'autre élément qui est utilisé par scikit-learn pour le coup, voilà, c'est l'indice de concentration de JT. Alors bon, il y a différentes manières de voir les choses, mais on peut le voir en réalité, on peut le voir comme une entropie, on peut le voir comme plein de choses. Moi, ma meilleure manière de voir les choses, je pense, c'est de prendre comme une variable, comme une variance sur variable catégorielle. Voilà. On peut le voir comme une dispersion. Si les classes sont très dispersées, voilà, bon, on a une telle valeur d'indice, et si les classes sont concentrées, si sur un sommet, j'ai des classes concentrées, on a telle valeur d'indice. C'est ce que je montre ici. Ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Bien. Alors, donc voilà, il a un premier gain, donc il a fait une segmentation de sommet, le sommet à gauche ici, voilà, on a 33 individus et c'est tous des cétosas. Très bien. J'avais dit que l'arbre de décision, il se construit et il veut créer l'arbre le plus pur, enfin les sommets les feuilles les plus pures possibles. Là, on a un sommet pur, donc pour lui, c'est une feuille. Ça y est, on a une règle. Ici à gauche, on n'a pas pur, on a 32 versicolores, on a 35 virginica. Donc, il doit segmenter. Et ce qu'il a utilisé, il a réutilisé Pétavit, mais avec un seuil différent. On est bien d'accord. Hein. Donc, dans les arbres de décision, on peut réutiliser la même variable pour segmenter. Hein. Voilà, c'est les quantitatives en tous les cas. Voilà. Et voilà, et donc il a utilisé Petal-Leaf encore une fois, avec un autre seuil cette fois-ci, et le gain est 0,499. Voilà. Donc on a ici un sommet à gauche, voilà, avec 33 individus, et un sommet à droite avec 34 individus, et de nouveau on voit les distributions. Hein. 0 cétosa, ils sont tous partis ici les cétosas, 0 cétosa, 31 versicolores et 2 virginica. Ça, c'est le sommet à gauche, et le sommet à droite ici, 0 cétosa toujours, c'est normal, il n'y en avait pas, donc il ne peut pas y en avoir ici. Hein. Voilà, il y en a un versicolore et 33 virginica. Comme c'est pas pur, mais il a continué encore. Et vu que nous, dans les paramètres par défaut, il dit s'il y a moins de deux, il segmente, il tente la segmentation s'il y a au moins 2 individus, et il accepte la segmentation s'il y a au moins un individu sur les feuilles. Bah, on est bien dans les conditions ici. Hein. Là, il y a plus de 2 individus, et sur chacune des feuilles, il y a au moins un individu. Donc, c'est pour ça qu'il a segmenté quand même. Alors qu'on voit bien que ce n'est pas si pertinent que ça, là. On est bien d'accord là-dessus. Là aussi, pareil, on se dit, mais c'est discutable. Mais là, il y a plus de 2 individus, on est d'accord. Et sur chacune des feuilles qu'il a créées, des sommets enfants qu'il a créés ici, il y a au moins un individu, donc il l'a accepté aussi. On est d'accord là-dessus. Très bien. Une fois qu'on a ça, on peut afficher l'arbre également sous forme texte en réalité. Ça peut être intéressant quand vous avez un arbre de décision qui est très grand. Bon, là, il n'est pas si grand que ça, il est quand même grand, mais il n'est pas si grand que ça. Mais quand vous avez un arbre titanesque, une des possibilités, c'est de l'afficher sous forme texte, en réalité, sous forme de texte imbriqué. C'est ce que je suis mieux de parler. On peut le voir comme ceci. Voilà. On a une écriture qui est plus condensée, tout simplement, et on retrouve de nouveau les distributions. On est bien d'accord. On retrouve de nouveau les distributions sur les feuilles uniquement cette fois-ci. Sur les feuilles uniquement. Et sur chacune des feuilles, bien sûr, la décision se fait sur la classe majoritaire. On le voit bien ici. Se fait à chaque fois sur la classe majoritaire sur chacune des feuilles. Voilà. Très bien. Alors, il y a un outil qui est très intéressant dans scikit-learn, c'est l'importance des variables. Alors, pourquoi c'est important, même dans les arbres de décision, alors que les règles sont très lisibles en réalité? On peut voir tout de suite la règle, on peut voir la variable qui joue dans la règle. Mais quand on a un arbre plus complexe, aller piocher chacune des variables pour voir à quel endroit il joue, ben, ça devient un peu complexe. Donc, ce qui est très intéressant avec scikit-learn, c'est qu'il nous peut nous dire quelles sont les variables les plus importantes dans le processus de segmentation. Voilà. Alors, on va afficher le résultat. Et il me dit que la variable la plus importante, c'est pétalwidth. Pétalwidth qui est là, voilà. Ensuite, la deuxième variable, c'est sepalling. Ensuite, pétalwidth et sepalwidth ne joue pas du tout. Alors, si on regarde ça 2 secondes, ici, pourquoi pétalwidth est important? Parce qu'il apparaît plusieurs fois déjà. Pétalwidth est là. Ensuite, il doit être là également, ainsi de suite. Et surtout, là, il intervient dès la racine. Donc, il a un impact important. Alors, ça également, je ne l'ai pas dit avec vous, mais en réalité, on peut voir un arbre de décision comme une forme de décomposition de la variance. La variance totale est là. Hein. Ensuite, la variance résiduelle, c'est la moyenne pondérée des variances de la dispersion sur les feuilles, des variances sur les feuilles. Et du coup, l'écart entre les deux, on peut voir un arbre de décision comme d'expression. On peut exprimer la puissance d'un arbre de décision sous la forme d'une variance expliquée. Voilà, très bien. Et chaque segmentation, en réalité, est une fraction de cette variance expliquée, ça. On peut voir comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il fournit cette information-là.
Donc, pétale juif est important. Pourquoi? Parce qu'il apparaît plusieurs fois. Et surtout, il apparaît notamment, il apparaît là, vous avez vu, il apparaît là également, il réapparaît ici, donc il apparaît 3 fois ici. Et surtout, ici, il apparaît 2 fois dans les parties hautes de l'arbre, là où on segmente au début. Voilà, donc il a un gain très important à chaque fois de génie. Vous avez bien vu. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'il est important. Et c'est pas lui vos zéros, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il n'intervient jamais dans l'arbre de décision. Regardez bien, c'est pas lui, il n'apparaît jamais là. Comme il n'apparaît jamais, il dit il a une importance de zéro. Voilà. Donc, c'est un élément qui est très intéressant. Ça vous permet d'avoir une expertise sur le modèle prédictif, sur le rôle des variables dans le modèle prédictif, voilà, sans avoir à décrypter tout l'arbre. Là, encore une fois, on a un arbre facile, mais en TD, vous allez avoir un arbre titanesque. Donc, allez discerner chacune des règles, là, bon courage. Mais non, il y a des outils pour le faire. Il y a des outils pour le faire. Très bien. Ça, c'est la première partie. J'ai créé l'arbre sur l'échantillon d'apprentissage. Maintenant, il faut que je mesure les performances sur l'échantillon de test. On a bien ces différents éléments-là. Il y a toujours le schéma, vous vous rappelez, que je vous présente. Données d'apprentissage, on modélise. Ensuite, l'échantillon de test. J'applique les modèles prédictifs sur l'échantillon de test. J'ai la colonne, les variables, la variable cible observée sur l'échantillon de test et la prédiction sur l'échantillon de test. Et on confronte les deux via la matrice de confusion. Il n'y a plus de secret là-dessus maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais charger ici l'échantillon test. Encore une fois, selon les formations, le format, enfin, le mode avec lequel on va accéder à l'échantillon test peut être différent. Ça peut être un fichier différent, à part, voilà. Ou bien, ça peut être, j'ai découpé l'échantillon de données moi-même, voilà. Ou bien, encore une fois, c'est dans mon échantillon initial qu'il y avait une variable supplémentaire qui distinguait apprentissage et test. Ici, pour le coup, c'est l'échantillon test est dans la deuxième feuille du fichier Excel. Donc, je le charge. Voilà, on a 50 individus, on avait vu tout à l'heure sur Excel, voilà, et on a les différents éléments ici. De nouveau, j'ai préparé les structures pour me faciliter la vie, vous avez vu, là dans le fit, j'ai utilisé, je l'ai dit très rapidement, mais maintenant on a l'habitude, dans le fit, Xtrain est là, pour les explicatifs de l'échantillon d'apprentissage, et l'YTrain est là. C'est pour ça que c'était important que je le distingue bien ici, dans deux structures différentes. Vous avez bien vu. Alors, je reviens à mon affaire. Très bien. Tac. Une fois que c'est là, je prépare les structures. Et par acquis de conscience, je vérifie également la distribution des classes. Bon. La partition est faite au hasard. On devrait avoir à peu près des valeurs cohérentes là, ici, et sur l'échantillon d'apprentissage. S'il y a des distorsions fortes, ça devient un souci. Ça également, je l'ai dit, mais je le répète encore une fois, quand c'est vous-même qui avez à faire la subdivision apprentissage-test, je vous conseille de faire un tirage stratifié. Comme ça, vous avez la garantie d'avoir exactement les mêmes distributions dans l'échantillon d'apprentissage et dans l'échantillon test. Voilà. Là, je l'ai fait sous Excel, j'ai fait un tirage au hasard. Voilà, mais ce n'est pas choquant par ailleurs, les différences. Qu'est-ce qui se passe alors avec les structures que j'ai préparées là? Du coup, hop, je vais faire la prédiction en utilisant la description des données sur l'échantillon de test. Voilà. Et je vois que je comptabilise les prédictions. Il y en a 17 qui sont prédits Setosa, 19 versicolores et 14 virginica. Dans l'échantillon test, il y avait 17 Setosa, 18 versicolores et 15 virginica. Donc d'emblée, je vois qu'il est susceptible d'avoir des erreurs là. Voilà. Et même si on avait les mêmes chiffres là et là, rien ne dit que les prédictions étaient parfaites. Il faut faire la matrice de confusion pour le savoir. Donc c'est ce que je fais ici. Donc j'affiche la matrice de confusion. Voilà, donc je prends Matrix de Scikit-Learn, vous avez bien vu, je calcule ici la matrice de confusion en confrontant la prédiction, la classe observée sur l'échantillon test et la prédiction sur l'échantillon test. Voilà, matrice de confusion. Et voilà. Donc, c'est par ordre alphabétique toujours. Il y a 17 Setosa en tout et ils sont tous prédits Setosa. Voilà. Il y a 18 versicolores. Voilà. Et il y a 15 virginica. Il y a 19 prédictions versicolores, on le voit bien ici, voilà, et il y a 14 prédictions virginica, on le voit bien ici, et il y a 17 prédictions Setosa. On voit bien, donc ce qu'on voit ici, là, c'est la somme ici, au bout de chaque colonne, et ce qu'on voyait ici, c'est la somme en ligne qu'on avait ici. Très important d'avoir cette expertise-là. Bon, une fois qu'on a ça, donc j'affiche le type interne, et je me rends compte que c'est une matrice NumPy. Comme c'est une matrice NumPy, donc je sais pouvoir accéder. Il faut bien vérifier si vous avez à la sortie d'un tableau croisé, parce que c'est une forme de tableau croisé, est-ce que vous avez une matrice NumPy ou bien vous avez un data frame Panda.
Mon conseil, c'est toujours de transformer les résultats. Si vous avez un matrice NumPy, nickel, c'est facile à manipuler. Et si vous avez un data frame, un data frame Panda qui est censé figurer une matrice, je vous conseille de la transformer en matrice NumPy. Et là, les manipulations sont nettement plus faciles. Très bien. Et donc, pour calculer ici l'accuracy, le taux de reconnaissance, on est bien d'accord, le taux de reconnaissance, l'accuracy, c'est tout simplement la somme des individus bien classés divisé par la somme totale des individus. Donc, les individus bien classés, c'est la diagonale qui est là, la diagonale principale qui est là. D'accord? Et je divise par le nombre total d'individus qui est 50. Donc, c'est exactement ce qui est fait là. Regardez, je récupère la diagonale de la matrice MC, voilà, le 17, 17, 13. Je fais la somme des valeurs sur cette diagonale-là et je divise par la somme totale des observations dans la matrice 50. Et l'accuracy est égale à 94%. Là, je l'ai calculé manuellement en utilisant la matrice de confusion. Mais bien sûr, pourquoi s'embêter alors que scikit-learn fait le travail pour nous? Donc, je refais le même calcul en utilisant maintenant l'outil de scikit-learn. Vous avez bien vu, là, cette fois-ci, j'utilise l'outil de scikit-learn. Très bien. Donc, j'exécute. Paf. Et on a les mêmes valeurs. Heureusement, on était mal sinon. Et le taux d'erreur, j'avais expliqué que le taux d'erreur, c'est le 1 moins taux de reconnaissance. 1 moins accuracy, c'est ce que j'affiche ici. Voilà, on a bien 0,06. Donc, si je prends mon arbre de décision là et que je prédis sur une nouvelle feuille, j'ai 6% de chance de me tromper. Voilà, c'est l'estimation de l'erreur de prédiction. Alors, comme on est dans un cadre multiclasse ici, il n'y a pas de classe cible, on ne peut pas calculer directement la sensibilité ou le rappel, voilà, et la précision globalement. Il faudrait le calculer par classe. On est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, ici, le rappel par classe, tout simplement, c'est que chaque élément diagonal ici est divisé par la somme en ligne. C'est ça le rappel par classe, la sensibilité par classe. C'est exactement ce que j'écris ici. Regardez bien, voilà, je prends les éléments sur les diagonales et je divise par la somme au bout de chaque ligne. Axis égale à 1. On est bien d'accord là-dessus. Paf, exécuter, et on a, voilà. Et oui, 100% sur Setosa. Pourquoi? Parce que tous les Setosa ont été reconnus comme tels. Nickel. Là, on a 94% pour la deuxième classe. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 versicolores en tout observés, 18 versicolores en tout observés, et il y en a 17 qui sont reconnus comme tels. Donc, c'est 17 sur 18, on a bien ce 94,4. Et ici, on a 15 Virginica en tout, là, au bout de chaque ligne, et il y en a 13 qui sont reconnus comme tels. Donc, 13 sur 15, ça fait bien 86. Là, j'ai calculé manuellement parce que je sais manipuler une matrice NumPy. Bien sûr, également, j'ai les éléments pour le faire avec scikit-learn, avec Matrix de scikit-learn. Et là, je fais appel à recall score, avec ici la variable cible observée sur l'échantillon test, la prédiction sur l'échantillon test. Et là, il n'y a pas de post-label. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de classe cible, on est d'accord là-dessus. Là, on traite les classes sur un même pied d'égalité, là. Et je ne veux pas faire de moyenne des différents recalls, des rappels. Je veux simplement qu'il m'affiche chaque rappel de chaque classe. C'est ce que je fais et on a bien les mêmes résultats là. C'est une bonne manière toujours de vérifier si on fait bien les calculs. Bien sûr, par la suite, vous privilégiez les outils de scikit-learn. N'allez pas vous embêter à faire des calculs, voilà, alors qu'il y a des outils pour le faire dans scikit-learn. Voilà. Là, comme on est là pour apprendre, c'est pour ça que je détaille chacune des étapes. Et pareil, la précision par classe, bien sûr, c'est je prends chacune des valeurs ici, les bien classées, divisées par la somme totale en colonne cette fois-ci. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Très bien. Et on peut avoir la même chose avec scikit-learn. Là, c'est précision score cette fois-ci. Donc, la somme en colonne ici, on est bien d'accord. Donc là, on a 17 sur 17. Là, on a 17 sur 19 cette fois-ci. Et on a 13 sur 14. C'est bien les valeurs qui sont là. Et si je fais la même chose avec Matrix de scikit-learn, on a bien les mêmes valeurs. Heureusement, heureusement. Et enfin, on a vu ça en TD maintenant, il n'y a plus de surprise. On a un outil qui fait ça pour nous globalement en réalité, c'est classification report. Bon, c'est ce que je lance ici. Voilà. Et on a bien la précision par classe. Voilà. Et le rappel par classe ici. Alors, ça, c'est le nombre d'observations par classe, on est d'accord. Et le F-score, en réalité, c'est une moyenne harmonique entre précision et recall. On n'a pas vu ça ensemble parce que je ne voulais pas trop vous embrouiller. Peut-être qu'on le fera à un moment ou à un autre. Voilà, mais déjà, si on a une vision globale de la matrice de confusion et les différentes manières de la lire, c'est déjà pas mal. Mais puisqu'on a un résultat, là, il faut bien que je dise quand même ce que c'est. Le F1 score, c'est une moyenne harmonique entre la précision et le rappel, tout simplement. Bien.
Alors, très bien, une des questions clés justement en machine learning, mais dans la plupart des algorithmes machine learning, hein, c'est la question des hyperparamètres. Donc ça, j'en parle souvent. Et dans les arbres de décision, je vous avais dit en cours qu'une des questions clés des arbres de décision, c'est de maîtriser la profondeur de l'arbre. Si l'arbre est trop profond, il est excellent sur l'échantillon d'apprentissage, mais il risque de s'effondrer sur l'échantillon de test. Si l'arbre n'est pas assez profond, il n'a pas exploité les informations, suffisamment exploité les informations disponibles dans l'échantillon d'apprentissage, et du coup, comme il n'a pas suffisamment exploité, il a un modèle qui n'est pas bon et qui n'est pas bon sur l'échantillon de test non plus, de toute manière. Voilà. Donc, la question de la profondeur de l'arbre est une question très importante. Et on a les hyperparamètres pour guider l'apprentissage. Alors, il y a plein d'hyperparamètres, on est bien d'accord là-dessus. Waouh, il y a là ce qu'il faut là. Hein. Il y a vraiment ce qu'il faut là. Voilà. Nous, on va se concentrer dans un premier temps sur les plus simples. Et les paramètres les plus simples, voilà, c'est la taille minimale pour segmenter. Voilà. Et donc, c'est avant de segmenter, je segmente uniquement un sommet s'il y a au moins 20 individus. Et l'effectif d'admissibilité, c'est j'accepte une segmentation s'il y a au moins 10 individus sur les sommets enfants qui sont générés par la segmentation. Voilà, donc j'ai un arbre différent, bien sûr. Hein. Donc, je vais relancer l'arbre voilà, sur l'échantillon d'apprentissage, les X que j'ai mis dans une structure à part et le Y. Voilà. Et je raffiche l'arbre pour voir ce que ça donne. Normalement, j'ai un arbre plus petit déjà. Comme je suis plus restrictif sur le critère de support, hein, parce que c'est bien des critères de support qu'on manipule là, voilà, forcément, je dois avoir un arbre plus petit. On va voir. Paf. Et voilà, au lieu d'avoir 8 règles, on a 1, 2, 3, 4, 5 règles. Voilà. OK. Donc, voilà, très bien. Mais est-ce que mon arbre est bon? Voilà. Ben, la seule manière de le savoir, c'est de le réévaluer sur l'échantillon de test. C'est exactement ce que je vais faire en TD, justement. C'est qu'à un moment ou à un autre, je vais vous dire, essayez de réduire la taille de l'arbre en manipulant tel ou tel paramètre. Une fois que vous avez manipulé tel ou tel paramètre, vous allez lancer l'apprentissage. Si vous êtes plus exigeant sur le critère de support, forcément sur un arbre plus petit. Est-ce que pour autant il sera meilleur sur l'échantillon test? Là, il faut refaire la démarche. Prédiction sur l'échantillon test. Ensuite, confrontation des colonnes Y observées, Y prédit avec la matrice de confusion et les calculs d'indicateurs. Et vous comparez les deux valeurs, les différents indicateurs avec le modèle 1 et le modèle 2 simplifié. Voilà l'idée. Excellent travail à tous.